évidemment quelque chose ça s'est connu aussi, d'assez complaisant, enfin une forme de masochisme même chez Piala là-dedans. Après, moi, ce qui me passionne dans ce moment, qui est effectivement très connu, qui est vraiment le cliché Piala, c'est que je pense que tout le monde regarde le point et qu'on ne regarde pas assez la main. C'est-à-dire que pour moi, ce que fait Piala à ce moment-là, c'est vraiment montrer. Et qui termine avec sa main, puisqu'il joue dans le film le rôle d'une sorte de figure paternelle religieuse pour le personnage de Depardieu. Et le suivant, d'ailleurs, Van Gogh commencera littéralement avec sa main en train de passer du bleu sur la toile. Donc je pense que c'est aussi une clé derrière le scandale, derrière l'image d'Épinal du Piala tempétueux, une clé pour comprendre à quel point c'était un cinéaste manuel d'une certaine manière. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment est allé chercher la vie. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait filmé la vie comme personne d'autre. Qui est allé la chercher à la main, donc ça veut dire violemment, ça veut dire dans un geste comme ça assez intense, intensif et radical. Et pour moi, fondamentalement, ce qu'il leur montre, c'est ça. C'est vraiment, vous n'avez pas su reconnaître ce que c'est qu'une main d'artiste, je vous la mets sous les yeux, quoi. Charles Tesson, à la disparition de Maurice Piala en 2003, vous avez supervisé ce magnifique hors-série, enfin ce magnifique numéro spécial des cahiers du cinéma, avec un texte très beau qui s'intitule Le Saumon. Drôle de titre. Ça veut dire quoi? Le côté à contre-courant, remonter, c'était la contradiction de Piala qui rejoint ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire la nouvelle vague aussi arrivée en divisant. Et lui aussi, il avait aussi besoin, je pense aussi, comme motif, que tout le monde ne soit pas avec lui pour pouvoir construire quelque chose. Le Saumon, oui, à contre-courant, parce qu'il a été seul quand même, même s'il y a eu le Claude Berry au début, des gens qui l'ont aidé dans son parcours. Le camp du Plantier à la fin, effectivement, il y a eu Gasser, des producteurs, Jacques Torfman, beaucoup de monde. Mais après, il a été effectivement seul, et puis il a fait un cinéma qui était... il était, comme il dit souvent, la nouvelle vague, c'était un hold-up réussi. Hold-up au sens de prendre la place des anciens. De prendre le pouvoir. Oui, et puis aussi un hold-up en termes d'image. C'est-à-dire l'image de nouvelle vague comme institution mondiale. Et lui, il s'est senti un peu orphelin seul. Même si il reconnaissait aux gens de nouvelle vague qui se mettaient les mêmes cinéastes, c'est-à-dire Bresson, Renoir ou Dreyer, donc ils se sentaient proches de leur goût de cinéma. On était à Saumon parce que c'était quelqu'un qui aussi était... seul par rapport à aussi ce qu'on attendait du cinéma, c'est-à-dire que toute la question de la modernité en termes d'écriture, de langage, Godard lui était assez indifférent. Il était plus, il a toujours dit d'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, à propos des témoignages des comédiens, quand il le disait, l'entretien des cahiers à l'époque, c'est-à-dire que faut pas oublier que pour moi, le moment où les acteurs sont devant la caméra, c'est 80% du film. Donc tout d'un coup, il avait une recherche d'exigence et de vrai chez les comédiens, les personnages, et c'était pas un romanesque comme Truffaut qui avait un certain sens du romanesque. Donc il avait un autre territoire, et c'est vrai que ce qui m'a toujours séduit chez lui, c'est que cette exigence de réalisme, même si maintenant, le sentiment aussi que dans l'image, il a été un peu confisqué par les frères Dardenne, si je puis dire. Quand on voit du réalisme, on pense Rosetta, on pense caméra portée, on pense caméra qui bouge, alors que Piala, c'était un réalisme de peintre installé comme Cézanne, des choses comme ça. Quand moi je pense à des images de son premier film, En France nue, il y a le réalisme de la cuisine, le formica, la tapisserie, etc., mais les couleurs tombent comme dans un tableau, quoi. Donc c'est vrai que son écriture, son style était très classique, c'était vraiment un cinéaste des années 30 et exilé dans les années 80. Né au mauvais moment. Alors cette figure dont vous parlez, Charles Tesson, le solitaire, l'incompris, elle est un peu paradoxale parce que, comme je le disais tout à l'heure, Piala, il n'a quand même jamais raté un film. C'est quand même assez unique dans l'histoire du cinéma. Et puis, il a eu quand même pas mal de succès. On nous dit que Garçu, qui était considéré, son dernier film, considéré comme un semi-échec, il y avait quand même 300 000 spectateurs, ce qui ferait rêver beaucoup de cinéastes aujourd'hui, je pense. Et le succès, en fait, il le rencontre tout de suite avec une série qu'il va filmer au début des années 70 pour l'ORTF, donc 6 heures, découpées en épisodes de 30 minutes, qui vont river les Français à leur petit écran pendant plusieurs mois. Avant de vous poser quelques questions, et j'espère que vous pourrez en faire votre profit. Quand au mois de mai, le blé a poussé en herbe et que le champ ressemble à une prairie,
On pourrait le faucher et le faire manger au bétail qui ne demanderait pas mieux. Mais cette herbe-là n'est pas une herbe comme les autres. Un extrait de La Maison des Bois, donc diffusé par l'ORTF au début des années 70. Ça a beaucoup impressionné. J'en parlais avec un autre cinéaste, Benoît Jacot, qui disait qu'il avait vraiment été pendant plusieurs mois obsédé par ce feuilleton. Je dis série, mais à l'époque on disait feuilleton. Et donc celui qu'on entend dicter, l'instituteur, bien sûr, c'est Maurice Pialat. Et en face de lui, des enfants qui ont été déplacés du front vers l'arrière. C'est la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Charles, de la Nouvelle Vague, au début des années 70, c'est vraiment le seul cinéaste qui filme cette France, quoi. Cette France traditionnelle, cette France de la République. Il parle de la leçon de morale qu'il va leur donner juste après la dictée. C'est vrai que Pialat, il a dit, c'est-à-dire que la France, c'était pas une nation, mais c'était un pays. C'est-à-dire que les cinéastes sont créés à des pays. Lui était vraiment France. Et il y avait d'autres projets par rapport, il y avait des projets il voulait faire aussi une autre saga feuilleton sur les guerres de Vendée, mais du point de vue monarchiste contre les républicains. Il voulait faire aussi un film sur la commune, mais là du côté des communes, ça c'est le grand écart Pialat que j'adore chez lui. Mais il avait un sens de ces histoires de la France. Bon, il était obsédé aussi par l'idée de Vichy, ce que les Français ont fait à l'époque et tout. Enfin, il disait d'ailleurs, je veux mettre la France en doute. Et c'est vrai que celui-là, je crois que c'est un petit film qu'il préférait. Il l'a dit, La Maison des Bois. Et il y a une dimension extraordinaire. C'est extraordinaire, parce qu'il y a une dimension de là qu'on oublie, parce qu'on le voit toujours dans le côté, on l'a dit au début, combatif, agressif, tension, les chefs-op, les comédiens, et tout. Là, c'est un film, je dirais presque beau mais apaisé. Et tout d'un coup, le rythme, la fluidité, la douceur des choses, puis aussi le thème qu'il y avait dans le film d'après, d'avant plutôt, l'enfance nue, l'enfance, etc., les enfants abandonnés. C'est un très très beau film, mais il est vraiment obsédé par ses souvenirs d'enfance, d'enfance et d'enfance. Il le travaille beaucoup et qui le préoccupe, et je trouve que là-dessus, il sait pas quelque chose de la maturité qui est dans ses débuts, quoi, par rapport à ça. C'était un exorcisme de ces, justement, de traumatisme d'enfance, d'enfants, adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est possible, je sais pas, je ne pourrais pas dire ça. Mais après, Shakespeare était très sensible au côté province rurale. Je pense pas qu'il aimait les Parisiens. Et dès que quelqu'un était de Châteauroux, même Denisot, que sais-je, ou Depardieu, les ancrages de terroir ou de région, il y était très sensible. Il impressionnait beaucoup. Vous, Jérôme Momcilovic, j'imagine que c'est aussi l'un de vos films préférés, enfin, l'une de vos séries préférées. Effectivement, il y a le sentiment, c'est très curieux parce qu'il y a à la fois cette France traditionnelle qui est complètement magnifiée, et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le sentiment de la défaite, quoi, parce que c'est un tournant de la Première Guerre mondiale. Peut-être imaginer que lui qui avait 15 ans au moment de la débâcle, donc en 40, il avait des souvenirs qui remontaient. Il avait tellement un sentiment chevillé au corps, ce sentiment de la défaite, de l'échec, de la débâcle. Ça, alors effectivement, c'est une chose dont il parlait assez souvent, mais je pense aussi du fait de son esprit un peu bravage, c'était une manière de renvoyer les autres à leur hypocrisie, à leur petite faiblesse, etc., etc. Après, je pense qu'il y a sur la question de la nostalgie, ou plutôt une forme de mélancolie, c'est-à-dire la conscience très très forte du fait que les choses sont passées et qu'on ne pourra pas les retrouver. Je pense que c'est là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire, effectivement, il a beaucoup filmé cette vie de clocher en train de mourir. C'est pas totalement le seul à ce moment-là. Il y en a un dont il faut absolument l'approcher, c'est Eustache. Et d'ailleurs, il estimait beaucoup les films d'Eustache et il estimait assez peu d'autres cinéastes. Il a d'ailleurs joué pour lui dans Mes petites amoureuses. Et finalement, quand il filme dans cette vie de clocher, aussi bien dans l'enfance nue que là dans La Maison des Bois, etc., on n'est pas très loin dans cette volonté de documenter cette France-là de ce qu'a fait Eustache, par exemple, avec La Rosière de Pessac ou avec ce genre de film. Maintenant, je pense que là où cette scène est très très belle, c'est dans ce qu'elle dit du rapport de Pialat aux enfants. Et de ce qu'elle dit son rapport aux enfants comme modèle de cinéma. J'ai souvenir d'une phrase de Serge Janet qui est superbe là-dessus. Je crois que c'est au moment de Sous le soleil de Satan, justement, où il dit que Pialat a toujours excellé dans les rôles de père en tant qu'acteur. Et c'est exactement ce qu'il incarne ici. C'est un instituteur, mais vraiment à une époque où l'instituteur, c'est vraiment une figure paternelle, un repère absolu pour ses enfants. Et je pense que ça dit deux choses, cette scène-là, c'est qu'à la fois Pialat, c'est celui qui regarde l'enfance, et ça c'est vrai évidemment depuis son premier film, L'enfance nue, jusqu'au dernier, Gertrude et son propre fils, et c'est aussi celui qui s'identifie aux enfants abandonnés.
Donc, sur la question de ses souvenirs, éventuellement,